Le nouveau petit ami de ma sœur s'est moqué de moi pendant le dîner et tout le monde a ri. Mon père m'a dit, arrête de faire honte à la famille. Alors, je les ai laissés se moquer de moi, jusqu'à ce qu'ils mentionnent son travail. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé leur sourire s'effacer. Le pire son au monde est celui de votre propre famille qui se moque de vous. C'est ce que j'ai entendu au dîner de fiançailles de mon frère. Ma mère, mon père et mon frère, Antoine. Tous souriaient, profitant du spectacle. La fiancée de mon frère, Chloé Fournier, tenait le premier rôle. Qui a envie d'être comptable, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. C'est tellement ennuyeux. Les rires fusèrent autour de la table. J'avais l'habitude d'être l'invisible, la fille sans histoire. J'ai juste essayé de manger mon poulet, mais Chloé n'avait pas fini. C'est honnêtement mignon que tu penses que ton petit passe-temps sur tableur est une entreprise, dit-elle avec un sourire en coin. D'autres rires. J'ai posé ma fourchette. Le petit bruit du métal sur la porcelaine a percé le bruit ambiant. Tu parles d'audit clair, dis-je. Ma voix était basse mais claire. Ton cabinet essaie de le racheter. Chloé se mit à rire de nouveau. Pour une bouchée de pain. Non, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Vous ne pouvez pas l'acheter. Pourquoi pas, Laure? Parce que, dis-je doucement, c'est moi qui le possède. Les rires s'étouffèrent. Ils se sont simplement arrêtés en plein milieu d'une respiration. Le sourire de mon père se figea. Mon frère me dévisageait. C'est cette nuit-là que la guerre a commencé. Ma famille vivait pour les apparences. Nos vies étaient un spectacle. Mon père, Richard, était le metteur en scène. Ma mère, Caroline, était la productrice. Mon frère, Antoine, était la star. Et moi, j'étais la toile de fond. J'étais l'arbre peint et silencieux au fond de la scène. Nécessaire, mais jamais remarqué. Je l'ai pleinement réalisé sur le chemin du retour. Le silence dans la voiture était lourd. C'était un silence terrible, épais, qui me pressait les oreilles. Antoine conduisait sa nouvelle berline allemande de luxe. J'étais sur la banquette arrière, comme toujours. Mes parents étaient à l'avant. Ma mère regardait par la fenêtre. Mon père s'agrippait à la poignée de maintien au-dessus de sa porte, les jointures blanches. Finalement, ma mère a parlé. Sa voix était tendue. Eh bien, Laure, tu as certainement fait une scène. Elle ne s'est pas tournée pour me regarder. Elle a simplement parlé à la vitre. Elle m'a insulté, maman, dis-je. Ma voix était basse. Elle plaisantait, a répliqué ma mère. C'était juste une taquinerie amicale. Tu as tout pris si au sérieux. Tu as mis tout le monde mal à l'aise. Les parents de Chloé étaient juste là. Elle a qualifié mon entreprise de passe-temps sur tableur, dis-je. Il faut que tu apprennes à accepter une blague, Laure, a dit mon père, la voix dure. Tu as embarrassé ton frère. Tu nous as embarrassés. Tu as fait passer Antoine et sa fiancée pour des imbéciles. C'est elle qui est passée pour une imbécile, murmurai-je. Qu'est-ce que tu as dit, a exigé mon père. Rien, dis-je. Antoine a finalement parlé. Il m'a regardé dans le rétroviseur. Ses yeux étaient froids. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Laure. Il fallait que tu aies ton moment de gloire, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas me laisser profiter de ma soirée. Ta soirée? La soirée où ta fiancée me traite d'ennuyeuse et où tout le monde rit, pensais-je. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé les lampadaires défiler. Voilà ma famille. Ils n'étaient pas en colère pour l'argent. Ils ne comprenaient même pas l'argent. Ils étaient en colère parce que j'étais sorti de mon rôle. J'étais censé être la fille sans histoire, la pragmatique. Pragmatique était le mot que ma famille utilisait pour rater. Je me souviens quand j'ai eu mon premier emploi dans un cabinet comptable sérieux. J'étais fier. J'avais une mutuelle. J'avais un bon salaire. Mes parents ont organisé un dîner pour Antoine. Antoine venait d'être promu. C'était un mouvement latéral vers un autre département. Ça ne venait même pas avec une augmentation, mais il avait un nouveau titre. Directeur de marque junior ou quelque chose comme ça. Ça sonnait chic. Au dîner, mon père a passé son bras autour d'Antoine. Voici mon fils, a-t-il annoncé à tout le monde. C'est le génie créatif. Il va changer le monde.
Ma mère a souri. Il est comme son père. Un vrai visionnaire. Un des amis de mon père s'est tourné vers moi. Et toi, Laure? Qu'est-ce que tu deviens? Je suis comptable judiciaire, dis-je. Je viens de passer ma certification. L'homme semblait impressionné. Judiciaire? Waouh! Comme la police judiciaire? En quelque sorte, dis-je. Je traque la fraude au sein des entreprises. Je trouve l'argent manquant. Avant que je puisse en dire plus, ma mère m'a coupé. Oh, c'est un poste très stable, dit-elle avec un petit sourire pincé. Laure est notre pragmatique. Dieu merci. Il faut bien que quelqu'un le soit. Tout le monde a ri. La conversation est revenue sur Antoine. J'étais pragmatique. J'étais stable. J'étais la toile de fond. J'étais celle qu'ils appelaient quand leurs impôts étaient compliqués. J'étais celle qui aidait mon père à comprendre son plan d'épargne retraite. J'étais celle qui expliquait encore à Antoine pourquoi il ne pouvait pas simplement déduire ses vacances comme des frais professionnels. Ils avaient besoin de ma stabilité. Ils utilisaient mon cerveau. Mais ils ne me voyaient jamais. Ils voyaient le statut, le country club, les voitures, les publications sur les réseaux sociaux. Ma mère vivait sur les réseaux sociaux. Son profil était un travail à plein temps. Des photos de son jardin, des photos d'elle à des déjeuners de charité, des photos de mon père sur son bateau, et d'innombrables photos d'Antoine. Antoine recevant un prix, Antoine et Chloé à un gala en tenue de soirée, Antoine concluant une grosse affaire. Si vous regardiez le profil de ma mère, vous penseriez qu'elle n'avait qu'un seul enfant. J'étais un fantôme. Parfois, j'apparaissais à l'arrière-plan d'une photo de Noël, floue, hors du champ. Mon père était obsédé par le pouvoir. Il était associé dans un cabinet d'avocats de taille moyenne. Il parlait toujours de gens importants. Je jouais au golf avec le juge Miller aujourd'hui, disait-il. Le PDG de Braxton est dans notre club. Un homme très puissant, se vantait-il. Pour lui, mon travail était embarrassant. C'était des chiffres. C'était silencieux. C'était des tableurs. Il n'y a aucun pouvoir là-dedans, Laure, m'a-t-il dit une fois. Tu ne fais que vérifier le travail des autres. Tu ne construis rien. Il avait tort. Je construisais quelque chose de plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Mais ma famille ne voulait pas d'une bâtisseuse. Ils ne voulaient pas d'un génie. Ils ne voulaient pas d'une millionnaire. Ils voulaient Laure l'ennuyeuse. Ils voulaient la fille discrète qui les mettait en valeur en étant si insignifiante. Le dîner a été un désastre pour eux. Non pas parce que Chloé était cruelle, mais parce que je n'étais plus insignifiante. Quand nous sommes rentrés, ma mère s'est tournée vers moi dans l'entrée. « Tu dois présenter tes excuses à Chloé », a-t-elle dit. « Certainement pas », ai-je répondu. Laure a prévenu mon père. « Je vais me coucher », dis-je. J'ai monté les escaliers. Je pouvais les entendre chuchoter avec colère dans le vestibule. Elle est si difficile. Je ne sais pas ce qui lui prend. C'est ce stupide travail. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je me suis assise sur mon lit. J'avais 27 ans, je vivais dans ma chambre d'enfant. Et j'avais 7 millions d'euros sur un compte en banque dont mes parents ignoraient tout. J'étais l'ennuyeuse. J'étais la fille sans histoire. J'étais la seule dans toute la maison qui était réellement puissante. Et ils me détestaient pour ça. Pendant 4 ans, ma famille a pensé que j'étais une ermite. Ils pensaient que j'étais la fille triste et silencieuse. Celle qui restait à la maison les vendredis soirs. Celle qui ne sortait pas avec des garçons. Celle qui ne faisait que travailler. Tu dois sortir plus, Laure, disait ma mère, la voix pleine de pitié. Ce n'est pas sain de rester assise dans ta chambre. Je vais bien, maman. Je suis juste fatiguée. Tu es toujours fatiguée, ma chérie. Elle avait raison. J'étais épuisé, mais je ne regardais pas la télé. Je ne lisais pas de romans. Je développais Audit Claire. Tout a commencé à mon ancien travail. J'étais auditrice junior dans un grand cabinet gris. J'ai été affecté à un client énorme, une entreprise de logistique. J'ai passé des mois dans une minuscule pièce sans fenêtre à éplucher leurs factures d'expédition. Tout le monde disait que les comptes étaient clairs. Mais je sentais quelque chose, une petite démangeaison, un motif que je ne pouvais pas tout à fait voir.
Les chiffres étaient trop parfaits. Les coûts d'expédition étaient trop constants. Alors, j'ai commencé à creuser de mon côté. Le soir, j'ai appris à coder. J'ai importé toutes les données dans un programme que je construisais à partir de zéro. J'ai écrit un algorithme, un simple au début. Il était conçu pour rechercher des motifs que l'œil humain manquerait. Un mardi soir à 2h17 du matin, j'ai lancé le code. Mon écran s'est allumé. Je l'avais trouvé. Une société écran, une société coquille au Luxembourg. L'entreprise de logistique surpayait cette société écran pour du stockage. La société écran appartenait au beau-frère du directeur financier. Il volait 30 millions d'euros par an. J'ai présenté mes conclusions à mon patron. Il était confus. Comment as-tu trouvé ça? Nous avons vérifié ses livres. C'est le programme qui l'a trouvé, dis-je. Il m'a dit de prendre mon après-midi. Le lendemain, les associés m'ont convoqué dans la salle de conférence principale. Je pensais que j'avais des ennuis. Ils m'ont dit que j'avais sauvé le cabinet. Ils m'ont dit que j'étais un génie. Puis ils ont pris mon code, l'ont intégré au logiciel propriétaire du cabinet et m'ont donné une prime de 2000 €. Ils ont volé mon idée. J'ai démissionné 2 semaines plus tard. Je suis retourné vivre à la maison. Mes parents étaient horrifiés. Tu quittes ton emploi stable avec une mutuelle, a crié mon père. Tu vas juste retourner dans ta vieille chambre, a pleuré ma mère. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Dites-leur que je fais une pause, dis-je. C'est embarrassant, Laure, a dit Antoine. Il était dégoûté. J'amène Chloé la semaine prochaine. S'il te plaît, essaie de. Je ne sais pas et l'air occupé. Je m'en fichais. J'avais mes indemnités de départ. J'avais ma colère et j'avais mon cerveau. Pendant les 4 années suivantes, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais Laure l'ennuyeuse. Je dînais avec ma famille. J'écoutais mon père parler de golf. J'écoutais ma mère organiser des fêtes. J'écoutais Antoine se vanter de sa stratégie de marque. Je hochais la tête. Je souriais. Je disais, c'est bien. La nuit, je construisais ma forteresse. Je fermais ma chambre à clé. J'ai acheté 3 ordinateurs haute performance. J'avais 4 moniteurs sur mon bureau. Je remplissais des blocs-notes de code. J'ai appris le Python avancé. J'ai étudié les modèles d'IA. J'ai appris le machine learning. J'ai pris le simple algorithme que j'avais construit à mon ancien travail et j'en ai fait un monstre. Audit Claire n'était pas juste un programme. C'était une intelligence. On pouvait lui fournir tout l'historique financier d'une entreprise. Chaque email, chaque facture, chaque virement bancaire, chaque SMS. En quelques secondes, il trouvait le mensonge. Il trouvait les employés fantômes. Il trouvait les notes de frais gonflées. Il trouvait les comptes bancaires cachés. Il trouvait les conflits d'intérêts. C'était magnifique. C'était parfait. Et c'était à moi. Je l'ai gardé secret pour 2 raisons. Premièrement, je savais que mon ancien cabinet essaierait de me poursuivre. Ils essaieraient de prétendre que mon code était basé sur le travail que j'avais fait là-bas. Je devais être silencieuse. Je devais être invisible jusqu'à ce que je sois à l'épreuve des balles. Deuxièmement, je connaissais ma famille. Si je leur avais dit, ils l'auraient détruit. Mon père aurait essayé d'aider. Il aurait essayé de trouver des investisseurs, c'est-à-dire ses amis du golf. Ils auraient exigé une participation majoritaire. Ils m'auraient dit de le rendre plus commercialisable. Ma mère l'aurait dit à tout le monde. Elle s'en serait vantée au country club. Les mauvaises personnes l'auraient entendu. Et Antoine aurait été le pire. Il aurait essayé de s'en attribuer le mérite. Il se serait autoproclamé le concepteur d'idées. Il aurait exigé d'être PDG. Il l'aurait mené à la faillite en 6 mois. Alors je n'ai rien dit. Mon silence était mon bouclier. Ma vie ennuyeuse était mon camouflage. Pendant qu'ils étaient à des fêtes, je codais. Pendant qu'ils étaient en vacances aux Antilles, je déboguais mon IA. Pendant qu'ils se moquaient de moi parce que j'étais sans histoire, je construisais une arme. Un mois avant le dîner de fiançailles, j'ai reçu un email. Il provenait de l'un des plus grands conglomérats de logiciels au monde. Ils étaient spécialisés dans la sécurité et la finance. Ils avaient entendu une rumeur,
un bruit de couloir sur un nouvel outil d'audit puissant. Nous avons eu un appel vidéo. Juste moi dans ma chambre d'enfant et 6 cadres dans une salle de réunion élégante à La Défense, à Paris. Ils étaient sceptiques. Ils me regardaient comme si j'étais une enfant. Alors, Mademoiselle Dubois, a dit la négociatrice en chef, montrez-nous ce que vous avez. J'ai partagé mon écran. Je leur ai fait une démonstration. J'ai utilisé un ensemble de données publiques d'une entreprise qui avait fait faillite à cause de la fraude. J'ai lancé Audit Clair. Ça a pris 10 secondes. L'écran s'est rempli de drapeaux rouges. Des flèches pointaient vers les virements bancaires exacts. Il a mis en évidence les noms des cadres impliqués. Il a même affiché leurs publications publiques sur les réseaux sociaux les montrant sur un yacht acheté avec l'argent volé. La salle de réunion était silencieuse. La négociatrice en chef se contentait de regarder. Elle a enlevé ses lunettes. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. L'appel suivant portait sur le prix. Ils m'ont offert 5 millions d'euros. J'ai dit non. Ils avaient l'air choqués. Je ne pense pas que quelqu'un leur ait jamais dit non. Mon algorithme est sans faille, dis-je. Ce n'est pas juste un outil. C'est le nouveau standard. Il rendra votre logiciel actuel obsolète. Que voulez-vous, Mademoiselle Dubois, a demandé la négociatrice. 7 millions d'euros, dis-je. Et une redevance de 10% sur tous les futurs contrats qu'il utilise. Ils ont essayé de discuter. Je n'ai pas bougé. C'est mon prix, dis-je. L'outil vaut 10 fois plus. Vous le savez. Je le sais. 2 jours plus tard, ils ont accepté. L'accord a été signé un jour avant le dîner de fiançailles. L'argent était sous séquestre. J'étais assise à cette table, une multimillionnaire de 27 ans, écoutant Chloé Fournier me traiter de comptable ennuyeuse avec un passe-temps sur tableur. L'ironie était si vive qu'elle m'a presque fait rire. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Je comptais attendre que l'accord soit public. Je comptais déménager, prendre mon propre appartement en ville, puis envoyer à ma famille un email poli. Mais Chloé m'a poussé. Elle a poussé la fille ennuyeuse, et elle a découvert de quoi j'étais vraiment faite. Le trajet de retour était silencieux et horrible. Mais la véritable attaque a commencé quand j'ai fermé la porte de ma chambre. Mon téléphone s'est allumé. Il était sur ma table de chevet, vibrant contre le bois. C'était ma mère. Maman, Laure, je suis profondément déçu par toi. Tu as gâché la soirée de ton frère. J'ai juste regardé l'écran. Gâché sa soirée. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, Chloé est en larmes. Ses parents avaient l'air mortifiés. Tu as fait une scène. C'était égoïste et cruel. J'ai senti une sensation de froid et de nausée dans mon estomac. Égoïste. Maman, tu dois appeler Chloé et t'excuser tout de suite. Et ton frère aussi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Qu'aurais-je pu dire? Désolé que ta fiancée soit une harceleuse. Désolé de ne pas être une ratée. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau numéro. Antoine. Antoine, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es contente? Tu nous as fait passer, Chloé et moi, pour des idiots. Antoine, tu as toujours été jalouse. C'est pathétique. Jalouse. Le mot m'a frappé comme une gifle. Je n'étais pas jalouse. J'étais fatigué. J'étais en colère. Mais je n'ai jamais été jalouse d'Antoine. Je ne voulais pas de sa vie. Je ne voulais pas de son faux travail ou de sa voiture tape à accent graveleuil que ses parents l'avaient aidé à acheter. J'ai tapé une réponse. Moi, elle m'a insulté. Elle a qualifié mon entreprise de passe-temps. Tout le monde a ri. Les 3 points sont apparus instantanément. Il tapait vite. Antoine, c'était une blague. Bon sang, tu ne peux rien encaisser. Tu es tellement susceptible. Antoine, et au fait, le cabinet de Chloé allait racheter ta petite entreprise. Tu as probablement fait capoter toute l'affaire. Beau travail. Tu es si intelligente. Mon sang s'est glacé. Le cabinet de Chloé allait racheter ta petite entreprise. Comment savait-il ça? Comment le savait-elle? Audit Clair n'était pas public. Le nom n'était connu de presque personne. Avant que je puisse réfléchir, un autre texto est arrivé.
Mon père. Papa, appelle-moi demain matin. Nous devons discuter de la manière de gérer cela. Tu as créé une situation très délicate avec la famille de Chloé. Ce sont des gens très importants. Une situation délicate. Pas de félicitations, Laure. Pas de 7 millions d'euros. Comment as-tu fait ça? J'ai senti un vide s'ouvrir dans ma poitrine. J'ai fait défiler les messages. Déçu, égoïste, cruel, pathétique, jalouse, situation délicate. C'étaient les mots que ma famille utilisait. J'ai posé mon téléphone. Je me suis assise sur mon lit. Le silence dans la maison était assourdissant. Ma famille n'était pas fière. Ils étaient furieux. J'ai réalisé la vérité. Ils ne se souciaient pas de ma réussite. Ils se souciaient que je sois perturbatrice. Toute ma vie, j'avais été la fille calme et stable. J'étais l'amortisseur de la famille. J'étais celle qui écoutait leurs problèmes. J'étais celle qui ne demandait jamais rien. J'étais celle qu'ils pouvaient montrer du doigt et dire, au moins, nous n'avons pas à nous inquiéter pour Laure. Elle est si simple. Ce soir, je leur avais dit que je n'étais pas simple. Je leur avais dit que j'étais riche. Je leur avais dit que j'étais intelligente. Je leur avais dit que j'étais puissante. J'avais brisé le script familial. J'étais sorti de l'arrière-plan. J'avais marché jusqu'à l'avant de la scène, pris le micro et dit à la star du spectacle de s'asseoir. Il ne voyait pas une fille ou une sœur. Il voyait une actrice de second rôle qui avait soudainement exigé d'être la vedette. Ils étaient en colère que j'ai cessé de jouer mon rôle. Mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était Chloé. Chloé, je ne sais pas pour qui tu te prends. Chloé, tu n'es qu'une petite comptable jalouse et aigrie. Tu l'as toujours été. Chloé, tu peux jouer avec tes petits chiffres autant que tu veux. Tu seras toujours la petite sœur triste qui vit chez ses parents. Chloé, bonne chance avec ton entreprise. Tu en auras besoin. J'ai lu le texto. Puis je l'ai relu. Il était si plein de haine, si plein de rage. C'était plus qu'une simple insulte au dîner. C'était personnel. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau. J'ai regardé mes écrans d'ordinateur. Ils étaient en veille, sombres et silencieux, comme moi. J'ai pensé à ce qu'Antoine avait dit. Le cabinet de Chloé allait racheter ta petite entreprise. Et le texto de Chloé. Bonne chance avec ton entreprise. Comment connaissait-elle le nom Audit Claire? J'avais été si prudente. J'avais utilisé des noms de code pendant des mois. Les seules personnes qui connaissaient le vrai nom étaient les cadres du conglomérat, et ils avaient signé un accord de non-divulgation en béton. J'ai essayé d'appeler ma mère. Je voulais entendre une voix humaine. Je voulais qu'elle soit une mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Quoi? Sa voix était sèche. Maman, dis-je, ce n'est pas comme ça. Elle m'a attaqué. Elle a insulté mon travail. Laure, je n'ai pas le temps pour ce drame. Elle m'a coupé. Sa voix était glaciale. Ton frère est désemparé. Son dîner de fiançailles est gâché. Tout ça parce que tu n'as pas pu être agréable. Arrange ça. Excuse-toi auprès de Chloé. Clic, elle m'a raccroché au nez. Je suis resté assise dans le noir. J'étais la victime. J'avais été insulté. On s'était moqué de moi. Et c'était moi qui devais m'excuser. J'ai regardé à nouveau le texto de Chloé. Tu seras toujours la petite sœur triste. Un nouveau sentiment a commencé à grandir dans ma poitrine. Il était froid et dur. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était de la concentration. Chloé avait fait une erreur. Ma famille avait fait une erreur. Ils pensaient que j'étais la toile de fond. Ils pensaient que j'étais une comptable ennuyeuse. Ils avaient oublié ce que je fais vraiment dans la vie. Je trouve les mensonges. Je trouve les crimes cachés. Et je ne perds jamais, jamais. La semaine qui a suivi le dîner a été une semaine de silence insupportable. C'était une guerre froide menée dans les couloirs et à table. Mes parents ont cessé de me demander de manger avec eux. Je descendais pour prendre un verre d'eau et ma mère s'affairait à l'évier, le dos tourné. Mon père se contentait de tourner la page de son journal. C'était pire que des cris. Le silence était une punition. Il était conçu pour me faire sentir petite.
Il était conçu pour me faire craquer. Il voulait que je vienne à eux en pleurant. Il voulait que je dise « Je suis désolé. Je vais m'excuser. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Je ne l'ai pas fait. Je travaillais. Je suis resté dans ma chambre. J'étais au téléphone toute la journée avec mes nouveaux avocats. Je finalisais la fusion. Le conglomérat avançait vite. Il virait l'argent. Il rédigeait le communiqué de presse. Dans ma chambre, j'étais Mademoiselle Dubois, la fondatrice d'Audit Clair, une innovatrice tech multimillionnaire. Quand je marchais dans le couloir pour aller à la salle de bain, j'étais Laure, la déception de la famille. C'était une étrange double vie. Ma mère a essayé une dernière fois de forcer les choses à revenir à la normale. Le dimanche, elle a frappé à ma porte. « Dîner de famille », a-t-elle dit, sans me regarder. « Sois en bas à 18h et essaie d'être agréable. » C'était un ordre, pas une invitation. Je suis descendu. Antoine et Chloé étaient là. Mon estomac s'est noué. Ils étaient tous dans le salon à boire du vin. Ils riaient quand je suis entré. Les rires ont cessé, comme au dîner. « Laure », a dit mon père, me saluant de la tête comme si j'étais une employée lointaine. « Salut », dis-je. Chloé m'a fait un faux sourire pincé. C'était un sourire qui disait « J'ai gagné ». « Laure, ma chérie », a dit ma mère. Chloé nous racontait justement pour les fleurs du mariage. Ils importent des orchidées d'Hawaï. C'est bien, dis-je. Je me suis assise sur le fauteuil le plus éloigné d'eux. Ils ont recommencé à parler. Ils parlaient autour de moi. Ils parlaient de la liste des invités. Ils parlaient de la lune de miel. C'était une performance. Ils me montraient que le récit familial était de retour sur les rails. Ils me montraient que je n'avais aucun pouvoir ici. Chloé m'a regardé, son verre de vin à la main. Nous invitons tellement de mes collègues du cabinet, dit-elle, la voix forte. C'est merveilleux d'être entouré de gens qui comprennent vraiment le monde des affaires, vous savez, des gens qui sont ambitieux, des gens qui font des choses. L'insulte était claire. Elle était pour moi. Antoine a passé son bras autour d'elle. C'est ma chérie, la femme la plus puissante que je connaisse. Je les ai juste regardés. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé. Mon silence était un problème pour eux. Je ne me battais pas. Je ne pleurais pas. Je ne m'excusais pas. J'observais, tout simplement. J'étais une auditrice dans ma propre maison. Et ça les rendait nerveux. Le dîner était tendu. J'ai mangé ma nourriture. Je n'ai rien dit. Alors que je quittais la table, ma mère a dit « Oh, Laure, les invitations officielles partent cette semaine. Assure-toi de répondre. » C'était un autre ordre. L'invitation est arrivée 3 jours plus tard. Je suis allé à la boîte aux lettres. Elle était là. Une enveloppe épaisse et lourde, de couleur crème, chère. Mon nom était écrit dans une calligraphie parfaite et tourbillonnante. Mademoiselle Laure Dubois. Je l'ai ouverte. Le carton était épais. Les lettres étaient en relief, embossées en or. Vous êtes cordialement invité à la soirée de fiançailles de Chloé Fournier et Antoine Dubois. Samedi 12 octobre, 19h. Le Grand Chêne Country Club. Tenue de soirée exigée. J'ai tenu le carton dans ma main. J'ai compris exactement ce que c'était. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. C'était un test de ma loyauté. Il me mettait au défi de dire non. Il s'attendait à ce que je vienne. Il s'attendait à ce que je mette une belle robe, que j'apporte un beau cadeau et que je souris pour les photos. Il s'attendait à ce que je me tienne à l'arrière, derrière Antoine et Chloé, derrière mes parents. Il s'attendait à ce que je sois de nouveau la toile de fond. Cette invitation était leur façon de dire « Le jeu est terminé. Tu as eu ta petite crise de colère au dîner. Maintenant, tu vas revenir. Tu vas rentrer dans ta case. Tu seras de nouveau Laure l'ennuyeuse. » Ils pensaient que le dîner était un événement unique. Ils pensaient que j'étais juste une fille sensible qui avait passé une mauvaise nuit. Ils n'avaient toujours aucune idée de qui j'étais. Ils avaient oublié que je suis une comptable judiciaire. Je suis resté là, près de la boîte aux lettres. J'ai pensé au texto d'Antoine. Le cabinet de Chloé allait racheter ta petite entreprise. J'ai pensé au sourire méprisant de Chloé. Nous,
pour une bouchée de pain. Une pensée froide et claire a traversé tout le drame familial. Ce n'était pas juste une insulte. C'était une information. Comment Chloé connaissait-elle le nom Audit Claire? Ce n'était pas public. Je ne l'avais dit qu'à l'équipe juridique du conglomérat. Je l'avais gardé secret de tout le monde. Comment son cabinet était-il au courant? Et pourquoi pensait-elle qu'il pouvait l'acheter pour une bouchée de pain? Un nouveau sentiment s'est installé en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était de la curiosité professionnelle. Chloé pensait qu'elle jouait un jeu social. Elle pensait qu'il s'agissait de famille, de statut et de qui était la plus jolie. Elle avait tort. C'était du business. Et elle venait de révéler sa main. Je suis rentré. J'ai posé l'élégante invitation embossée sur mon bureau, juste à côté de mon clavier. Je me suis assise. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne pensais pas à la fête. Je ne pensais pas à la robe que j'allais porter. Je pensais aux journaux de serveur. J'allais faire ce que je fais de mieux. J'allais mener un audit sur Chloé. J'ai regardé l'invitation. Vous êtes cordialement invité. Les lettres dorées semblaient se moquer de moi. C'était une convocation, une exigence. Reviens, Laure. Sois silencieuse, Laure. Sois la toile de fond. J'ai regardé l'invitation. Puis j'ai regardé mon ordinateur portable. Le monde de ma famille était fait de papier crème, de fêtes chic et d'apparence. Mon monde était fait de données. Mon monde était fait de codes. Mon monde était la vérité. J'ai posé l'invitation à côté de mon clavier. Je me suis assise. Ma chaise a grincé dans la pièce silencieuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une chose. Ce n'étaient pas les insultes. Ce n'était pas la froideur de ma mère. Ce n'était pas la colère d'Antoine. C'était un problème commercial. Comment Chloé connaissait-elle le nom Audit Claire? J'avais été si prudente. J'avais travaillé sous un nom de code pendant des mois. Projet 88. Quand j'ai créé la SARL, j'ai utilisé un agent enregistré au Luxembourg. Mon nom n'apparaissait pas sur les documents publics. Les seules personnes qui connaissaient le vrai nom, Audit Claire, étaient les cadres du conglomérat avec lequel je fusionnais. Ils étaient sous un accord de non-divulgation très strict et très cher. Ils ne le divulgueraient pas. Alors, comment le savait-elle? Et comment savait-elle que son cabinet essayait de l'acheter? Et pourquoi disait-elle pour une bouchée de pain? Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Ce n'était plus un problème familial. C'était un problème de sécurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a brillé, éclairant mon visage dans la pénombre. Ma famille pensait que j'étais une comptable ennuyeuse. Ils pensaient que j'additionnais juste des chiffres. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'un comptable judiciaire fait vraiment. Un comptable normal additionne les chiffres que vous lui donnez. Un comptable judiciaire trouve les chiffres que vous cachez. Nous sommes des limiers numériques. Nous suivons la piste. Je n'ai pas commencé avec le code d'Audit Claire. J'ai commencé avec le site de démonstration publique. J'avais un site web simple. Il y avait un formulaire de contact et un lien pour demander une démo limitée. J'ai construit ce site pour attirer des clients potentiels, comme le conglomérat. J'ai ouvert le panneau d'administration de mes serveurs. J'ai regardé les journaux d'accès. Un journal de serveur est comme un livre d'or pour un site web. Il enregistre chaque visiteur. Il montre leur adresse IP, l'heure de leur visite et les pages qu'ils ont consultées. La plupart étaient ennuyeux. Trafic normal, robot Google. J'ai filtré les journaux. J'ai cherché les 2 derniers mois. J'ai cherché tout visiteur qui avait passé beaucoup de temps sur le site. Et je l'ai trouvé. Une adresse IP. Une seule adresse. Elle avait visité mon site 47 fois au cours des 3 dernières semaines. Ce n'était pas une visite normale. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait du lèche-vitrine. C'était quelqu'un qui faisait des recherches. J'ai copié l'adresse IP. Je suis allé sur un outil public de recherche d'IP. J'ai collé l'adresse. J'ai appuyé sur Entrée. Mon sang s'est glacé. L'adresse IP était enregistrée au nom de Fournier-Lévy Capital, Paris, France. Le cabinet de Chloé. Ma main tremblait juste un peu. Il ne faisait pas que regarder.
47 visites. Je suis retourné aux journaux. J'ai regardé le type d'activité. J'ai eu le souffle coupé. Ils ne regardaient pas seulement la page de contact. Ils effectuaient des scans. Ils tentaient des traversées de répertoire. En termes simples, ils essayaient d'ouvrir des portes qui étaient verrouillées. Ils cherchaient un moyen d'entrer. Ils essayaient de me pirater. J'ai eu des vertiges. Je me suis levé et je suis allé à ma fenêtre. J'ai regardé la rue sombre et silencieuse. La fiancée de mon frère, son entreprise. Ils essayaient activement d'entrer dans mon système. Pourquoi? Oublie de l'acheter, avait dit Chloé au dîner. Nous, pour une bouchée de pain. Non, ce n'était pas ça. Je me suis souvenu de ces mots exacts, elle a ri. Pour une bouchée de pain. C'était un mensonge. Ils n'essayaient pas de l'acheter. Ils essayaient de le voler. Je me suis rassise. Ma concentration était totale maintenant. Le drame familial, la blessure, les insultes, tout ça s'est estompé. Ce n'était que du bruit. C'était réel. C'était un crime. J'ai pensé, sont-ils entrés? Ont-ils eu mon code? Mon code principal, l'algorithme dit à lui-même, n'était pas sur ce serveur. Il était sur un système séparé, hors ligne. J'étais paranoïaque. J'étais intelligente. Ils n'auraient pas pu voler l'algorithme principal. Alors, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient d'accéder à la démo. Ma démo était une version très limitée d'audit clair. Elle fonctionnait. Elle pouvait scanner un petit ensemble de données, mais ce n'était pas le programme complet. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 6 mois, j'étais inquiète. J'étais inquiète que quelqu'un puisse essayer de faire exactement ça. J'avais peur qu'un concurrent essaie de faire de l'ingénierie inverse sur ma démo. Alors, j'ai construit un piège. Je l'ai appelé mon piège canari, en hommage aux anciens mineurs qui emmenaient des canaris dans les mines de charbon. Si l'oiseau mourait, les mineurs savaient que l'air était empoisonné. Mon piège était un morceau de code spécifique et inutile. Je l'ai caché profondément dans les fichiers de la démo. Il avait l'air précieux. Il avait un nom de fichier, algorithme_cœur.py. C'était un faux. C'était un appât. Le code à l'intérieur était du charabia. C'était juste des milliers de lignes de maths confuses et inutiles. Mais il avait une autre fonction. Si jamais quelqu'un accédait à ce fichier, s'il le téléchargeait, ou même simplement l'ouvrait pour le lire, il était programmé pour faire 2 choses. Premièrement, il enverrait une alerte silencieuse à mon email privé. J'ai vérifié mes emails. Je n'avais aucune alerte. Zut, mon piège a-t-il échoué? Attends, quelle était la deuxième fonction? J'ai réfléchi. C'est vrai, il était programmé pour déclencher la webcam intégrée du serveur. Il prendrait un enregistrement d'écran et audio de 5 minutes de l'ordinateur qui a accédé au fichier. Ensuite, il enregistrerait cet enregistrement dans un dossier caché et crypté sur mon propre serveur. C'était un coup de poker. Un Ave Maria. Je suis retourné au système de fichiers de mon serveur. J'ai navigué jusqu'au répertoire caché. Mes mains étaient moites. J'ai tapé le mot de passe. Le dossier s'est ouvert. Il était vide. Mon cœur s'est serré. Pendant une seconde, je me suis senti vaincu. Ils étaient malins. Ils n'étaient pas tombés dans le panneau. Attends. J'ai vérifié les paramètres. Afficher les fichiers cachés. Un fichier est apparu. Cache.mp4, il faisait 450 mégaoctets. C'était un fichier vidéo. Ils avaient mordu à l'hameçon. Ils avaient ouvert le fichier. Le piège avait fonctionné. J'ai regardé le fichier. Mon doigt planait sur la souris. J'étais sur le point de voir qui était de l'autre côté. J'étais sur le point de découvrir exactement ce qui se passait. Tous les sentiments sont revenus en force. L'humiliation à table. La voix de ma mère. Tu dois t'excuser. Le texto d'Antoine. Tu es pathétique. Il pensait que j'étais une blague. Il pensait que j'étais une petite comptable. J'ai pris une profonde inspiration. Mon visage était calme. Mon esprit était clair. Je n'étais pas une victime. J'étais une professionnelle et j'étais sur le point de voir la preuve. J'ai cliqué sur le fichier.
Le fichier vidéo s'est ouvert dans mon lecteur multimédia. Au début, ce n'était que du noir. Mon code de piège Canary avait un délai de 10 secondes. J'ai entendu des sons étouffés, le bruissement de papier, une chaise qui roule, la voix d'un homme au loin. Puis l'enregistrement d'écran s'est allumé. Je regardais un bureau d'ordinateur. C'était un Mac. Le fond d'écran était un motif de vague bleue générique. J'ai vu mon code. Mon faux fichier, algorithme_cœur.py, était ouvert dans un éditeur de code. Une personne le faisait défiler. Puis j'ai entendu sa voix. Claire comme de l'eau de roche. C'est ça, a dit Chloé. Le flux de la webcam était dans le coin supérieur droit. C'était une petite image granuleuse, mais c'était indubitablement elle. Elle était dans une salle de conférence. Tout était en verre et en acier brossé. Il y avait 2 autres personnes avec elle, 2 hommes en costume. Je ne les reconnaissais pas. Chloé ne portait pas ses vêtements de country club. Elle portait un blazer noir élégant. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Ce n'était pas la fiancée d'Antoine. C'était Chloé Fournier, investisseuse en capital risque. Elle avait l'air puissante, arrogante. C'est ça, l'algorithme, a demandé un des hommes. Il avait l'air sceptique. C'est ce que notre technicien a extrait de son site de démo hier soir, a dit Chloé. Elle souriait en coin. Le même horrible sourire en coin que lors du dîner. Ça a l'air d'être du charabia, a dit le second homme. C'est juste un tas de fonctions mathématiques aléatoires. C'est crypté, a dit Chloé, agacée. Évidemment, elle n'est pas si stupide. C'est le cœur. Demandez à notre équipe à main B de le cracker. Je veux un clone de sa plateforme prêt pour notre présentation du T3. Le premier homme s'est penché en avant. Chloé, les associés ne sont pas à l'aise avec ce vol de propriété intellectuelle. C'est un risque énorme. Pourquoi ne pas simplement l'acheter? La fille vit chez ses parents. On peut lui offrir un demi-million. Elle acceptera. J'ai arrêté de respirer. Un demi-million. Il pensait que le travail de ma vie valait un demi-million d'euros. Chloé a ri. C'était un son sec et laid. L'acheter? Pourquoi l'achèterions-nous? Son frère est un idiot. Toute la famille est à côté de la plaque. Il pense qu'elle n'est qu'une comptable amatrice. Elle s'est penchée près de sa webcam. Son visage a rempli le petit écran. C'était comme si elle me regardait droit dans les yeux. Sa voix est tombée à un murmure conspirateur. Oubliez de l'acheter. Craquez juste l'algorithme et clonez-le. On l'appellera audit prime ou une autre stupidité du genre. D'ici à ce qu'on le lance, on l'enterrera. Cette petite comptable ne saura jamais ce qui l'a frappé. Cette petite comptable. La vidéo s'est terminée. Les 5 minutes étaient écoulées. Mon lecteur multimédia s'est arrêté. Mon écran est devenu noir. Je suis resté assise dans le silence de ma chambre. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais froide. C'était un sentiment que je n'avais eu que quelques fois dans ma vie. C'était un sentiment de certitude absolue, glaciale. Elle ne m'avait pas seulement insulté au dîner. Elle essayait activement, professionnellement et criminellement de détruire ma vie. Elle essayait de voler mon entreprise, mon avenir et ma famille. Ma famille l'aidait. Ils étaient sa couverture. Leur moquerie, leur dédain pour moi. C'était la raison pour laquelle Chloé pensait qu'elle pouvait s'en tirer. Toute la famille est à côté de la plaque, a-t-elle dit. Elle avait raison à leur sujet. Elle avait tort à mon sujet. J'ai rejoué l'enregistrement. J'ai écouté ces mots. Craquez l'algorithme. Clonez-le. Cette petite comptable ne saura jamais ce qui l'a frappé. J'ai sauvegardé une copie du fichier. Puis j'ai sauvegardé une autre copie sur une clé USB sécurisée et cryptée. J'ai mis la clé USB dans mon portefeuille. Je me suis levé. Je suis allé à la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle. Mes yeux étaient grands ouverts. J'ai vu l'ennuyeuse. J'ai vu la silencieuse. J'ai vu la victime qu'ils voulaient tous que je sois. Cette petite comptable, ai-je murmuré à mon reflet. C'était le moment. Je pouvais apporter cet enregistrement au conglomérat avec lequel je fusionnais. Leurs avocats détruiraient le cabinet de Chloé. Ce serait discret.
Ce serait professionnel. Ce serait propre. Mais ça ne résoudrait pas l'autre problème. Ça ne résoudrait pas ma famille. Ma mère serait toujours déçue. Mon père serait toujours embarrassé. Antoine penserait toujours que j'étais jalouse. Il ne saurait jamais la vérité. Il ne verrait jamais qui était vraiment Chloé. Il penserait juste que j'étais encore difficile. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai regardé l'invitation couleur crème sur mon bureau. Le Grand Chêne Country Club, tenue de soirée, 19h. Tous leurs amis seraient là. Tous les gens importants de mon père. 150 témoins. Un nouveau plan a commencé à se former dans mon esprit. Ce n'était pas un plan d'avocat. Ce n'était pas un plan discret en coulisses. C'était un plan de comptable judiciaire. Mon travail n'est pas seulement de trouver la vérité. C'est de la présenter. C'est de prendre des milliers de pages de données, de trouver le seul mensonge et de le présenter à un conseil d'administration d'une manière que personne ne peut nier. Je n'allais pas envoyer un email. J'allais faire une présentation. J'ai pris mon téléphone. Je suis allé sur le site web du Country Club. J'ai regardé la page des événements. J'ai trouvé des photos de la grande salle de bal. J'ai vu au plafond, au fond de la salle, un projecteur. J'ai regardé les options de location audiovisuelle qu'ils proposaient. Ils utilisaient une connexion HDMI standard. J'ai pris le fichier vidéo de mon ordinateur. Je l'ai converti en un simple MP4. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone. Je l'ai aussi sauvegardé sur mon cloud privé. J'ai vérifié les paramètres de mon téléphone. J'avais un adaptateur de sortie HDMI. J'étais prête. Chloé pensait qu'elle allait à une fête. Elle pensait qu'elle allait célébrer ses fiançailles avec le Golden Boy. Elle pensait qu'elle avait réussi à réduire au silence la petite comptable par ses moqueries. Elle avait tort. Elle allait à mon conseil d'administration. J'allais donner la présentation la plus importante de ma vie. Et tout le monde était invité. Le soir de la fête. La maison bourdonnait. C'était une fausse énergie nerveuse. Ma mère courait partout, ses talons claquant sur le parquet. Laure, es-tu prête? Nous partons dans 5 minutes. J'arrive, maman. Je suis arrivé en haut des escaliers. J'avais acheté une robe. Elle était simple, noire et longue jusqu'au sol. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil. Elle était élégante. C'était une armure. Ma mère m'a regardé. Son visage était un masque de politesse forcée. Oh, dit-elle. Tu es jolie. C'était la première fois qu'elle me disait quelque chose de gentil depuis des semaines. C'était parce que le spectacle commençait. Nous avions un public ce soir. Merci, dis-je. Mon père et Antoine attendaient à la porte. Ils étaient en smoking. Ils ressemblaient à des pingouins, raides, identiques et mal à l'aise. Mon père a juste grogné. Antoine ne voulait même pas me regarder. Le trajet jusqu'au country club était silencieux. C'était le même silence lourd que la nuit du dîner. Ma famille, enveloppée dans sa bulle de déni. J'ai juste regardé par la fenêtre. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. C'était le sentiment que j'avais juste avant de lancer le code final. Le sentiment que j'avais raison et que j'étais sur le point de le prouver. Le Grand Chêne Country Club était ridicule. C'était un immense bâtiment blanc avec des piliers géants. On aurait dit une fausse maison blanche. Des voituriers couraient partout, ouvrant les portières de voitures brillantes. Nous sommes entrés. Le hall était tout en marbre et en or, et c'était bruyant. Un quatuor à cordes jouait dans un coin, mais ils étaient couverts par le brouhaha. La salle de bal était bondée. J'ai vu des tours de champagne. J'ai vu des tables débordant d'orchidées blanches. Cette fête a dû coûter une fortune. Les gens importants de mon père étaient partout. Des juges, des politiciens locaux, des chefs d'entreprise. Tous souriant, riant et jouant leur rôle. Ma mère m'a attrapé le bras. Ses doigts se sont enfoncés dans ma peau. Laure, a-t-elle murmuré, la voix urgente et basse. S'il te plaît, sois juste gentil ce soir. Pour ton frère. Pour moi. Souris, c'est tout. Ne fais pas de scène. Je l'ai regardée. Ses yeux suppliaient. Elle ne me le demandait pas en tant que mère.
Elle me le demandait en tant que costard. Ne gâche pas le spectacle. Je lui ai fait un petit sourire calme. Je le ferai, maman, dis-je. Je le pensais. J'ai pris un verre d'eau d'un serveur qui passait. J'ai trouvé une petite table au fond de la salle et j'ai attendu. J'ai regardé le spectacle. Chloé était la star. Elle portait une robe blanche étincelante. Elle se déplaçait dans la pièce, son rire fort et éclatant. Antoine était à ses côtés, lui tenant la main, son visage rayonnant de fierté. Il était de nouveau le Golden Boy. Mes parents travaillaient la salle. Oh oui, Chloé est tout simplement merveilleuse. Il est si heureux. Personne ne m'a parlé. J'étais la toile de fond, l'invisible. J'étais exactement là où il voulait que je sois. Je suis restée assise là pendant 1 heure. J'ai juste regardé. J'ai regardé Chloé embrasser mon père sur la joue. J'ai regardé ma mère la serrer dans ses bras. J'ai regardé Antoine la faire tourner sur la piste de danse. J'ai regardé la femme qui essayait de détruire ma vie être accueillie comme le nouveau centre de ma famille. Et la certitude froide et dure en moi s'est transformée en acier. Finalement, la musique s'est adoucie. Mon père s'est approché de la petite scène à l'avant de la salle. Il a tapé sur le microphone. Un crissement. Le Larsen a résonné. Tout le monde a ri. Test, test, a dit mon père, rayonnant. Bonsoir à tous. Caroline et moi sommes si ravis, si fiers de vous accueillir ici ce soir pour célébrer mon fils Antoine et son incroyable, brillante fiancée, Chloé. Il y a eu des applaudissements. Mon père a fait un long discours ennuyeux. Il a parlé de pouvoir, de famille et de la prochaine génération. Ce n'étaient que des mots vides de sens. Puis Antoine a pris le micro. Il a dit que Chloé était la femme la plus intelligente et la plus belle qu'il ait jamais rencontrée. Chloé a simplement souri, lui envoyant un baiser. Les toasts se sont terminés. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Mon père a dit, maintenant, s'il vous plaît, profitez du champagne. Profitez de la nourriture. C'était le moment. Je me suis levé. J'ai traversé la salle depuis le fond. Mes talons claquaient sur le sol poli. Clic, clic, clic. Le son était faible, mais les gens ont commencé à se tourner. Ma mère m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés de panique. Mon père m'a vu. Son sourire s'est figé. Laure, a-t-il dit dans le micro. Qu'est-ce que tu fais? J'ai monté les 3 marches de la scène. Je me suis tenu à côté de lui. J'étais calme. J'ai doucement pris le microphone de sa main. Il était trop choqué pour m'arrêter. Je me suis tourné vers la foule. 150 visages me fixaient. La salle était silencieuse. Bonsoir à tous, dis-je. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était claire et stable. J'ai regardé Chloé. Elle se tenait au milieu de la salle, tenant une coupe de champagne. Son sourire avait disparu. Ses yeux étaient plissés. Chloé, dis-je. Je voulais juste dire que tu avais raison. J'ai pu entendre ma mère suffoquer. Tu avais raison à propos de mon travail, ai-je poursuivi, ma voix toujours légère et conversationnelle. Être comptable est ennuyeux. Tellement, tellement ennuyeux. Surtout quand je dois examiner des heures et des heures d'enregistrement de sécurité interne. La salle était confuse. Les gens fronçaient les sourcils. Mais parfois, dis-je, on trouve quelque chose, un petit détail, un motif, un mensonge. Et on doit le montrer au conseil d'administration. On doit faire une présentation. J'ai fouillé dans ma petite pochette noire. J'ai sorti mon téléphone et un petit adaptateur blanc. Laure, arrête, a sifflé mon père. Je l'ai ignoré. Je me suis dirigé vers le côté de la scène où se trouvait le chariot audiovisuel. Le projecteur était allumé, projetant un diaporama d'Antoine et Chloé sur l'immense écran au-dessus de la scène. J'ai débranché le câble HDMI de leur ordinateur portable. L'écran est devenu noir. J'ai branché l'adaptateur sur mon téléphone. J'ai branché le câble HDMI dans l'adaptateur. Laure, je te préviens, a murmuré mon père. J'ai tenu mon téléphone dans ma main et je suis revenu au centre de la scène. J'ai regardé Chloé. Ceci est une présentation pour mes nouveaux partenaires, dis-je. Mais j'ai pensé que vous devriez tous la voir. J'ai appuyé sur lecture.
L'écran noir a vacillé et le fichier vidéo s'est ouvert. L'image granuleuse de la salle de conférence a rempli l'écran géant et la voix de Chloé, sa voix a rempli la salle de bal silencieuse. Demandez à notre équipe à main B de le cracker. Je veux un clone de sa plateforme prêt pour notre présentation du T3. La salle s'est figée. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Il s'est brisé sur le sol. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. J'ai vu le visage de Chloé. Son bronzage avait disparu. Elle était blanche comme un linge. Sa coupe de champagne s'est inclinée, se renversant sur le sol. Antoine regardait l'écran, puis Chloé, puis l'écran. Il était complètement, totalement perdu. Ma mère avait les mains sur la bouche. Et l'enregistrement a continué, la voix de l'homme, claire et forte. Chloé, les associés ne sont pas à l'aise avec ça. Le vol de propriété intellectuelle. C'est un risque énorme. Et puis la phrase finale. Le visage de Chloé à l'écran, haut de 3 mètres, méprisant, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. Oubliez de l'acheter. Craquez juste l'algorithme et clonez-le. On l'appellera Audit Prime ou une autre stupidité du genre. D'ici à ce qu'on le lance, on l'enterrera. Cette petite comptable ne saura jamais ce qui l'a frappé. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Le silence dans la pièce était absolu. C'était un silence de mort, parfait. Je suis resté là un instant. J'ai laissé le silence s'installer. Je les ai tous laissés voir. C'était la vérité. C'était mes données. Personne ne riait maintenant. Je suis resté sur scène dans le silence. J'ai regardé les 150 personnes importantes. Elles me fixaient, figées. Leur masque de politesse de country club avait disparu. Elles étaient sous le choc. J'ai regardé ma famille. Le visage de mon père était gris. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Antoine regardait Chloé. Son visage était un mélange de confusion et d'horreur. Et Chloé, elle était toujours debout au milieu de la pièce, paralysée. Sa robe blanche était tachée de champagne. J'ai levé le microphone. Ma main était stable. Ça, dis-je, ma voix calme et claire, ça s'appelle du vol de propriété intellectuelle. C'est un crime. Et vous venez de l'avouer devant 150 témoins. J'ai laissé ça infuser. Oh, ai-je ajouté comme si je venais de me souvenir de quelque chose, et Audit Claire n'est pas à vendre. Pas pour une bouchée de pain, en tout cas. J'ai tourné mon regard vers la foule stupéfaite. Il fusionne avec la société mère de Fournier-Lévy Capital, le conglomérat qui possède le cabinet de Chloé. J'ai entendu quelques halètements. J'ai vu un homme au premier rang, un avocat que j'ai reconnu, hocher lentement la tête. Il comprenait. Mon nouveau rôle commence lundi, dis-je. Je serai la nouvelle responsable mondiale de la conformité. Je serai en charge de tous les audits internes et externes. J'ai fait une pause. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Ce qui signifie, Chloé, qu'à partir de lundi matin, je suis la patronne de ton patron. J'ai dit la dernière partie doucement, mais le microphone a porté ma voix jusqu'au moindre recoin de la salle silencieuse. Je l'ai regardée, la brillante fiancée, la femme puissante. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air pathétique. J'ai soigneusement reposé le microphone sur son support. J'ai fait en sorte qu'il ne fasse pas de bruit fort. Puis je me suis retourné. J'ai descendu les 3 marches. J'ai commencé à sortir de la salle de bal. C'était la plus longue marche de ma vie. Je suis passé devant la tour de champagne. Je suis passé devant les orchidées. Je suis passé devant Antoine. Il ne m'a pas regardé. Il continuait de fixer Chloé, la bouche ouverte. Je suis passé devant mes parents. Mon père a essayé de m'attraper le bras. Laure, a-t-il dit. Sa voix était un murmure brisé. J'ai retiré mon bras. Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste continué à marcher. Je suis sorti de la salle de bal. J'ai traversé le hall en marbre. J'ai poussé les grandes et lourdes portes d'entrée. L'air froid de la nuit a frappé mon visage. C'était si bon. C'était propre. J'ai donné mon ticket au voiturier. Je n'avais pas de voiture tape à accent Graveleuil, juste ma berline pragmatique et ennuyeuse. Je suis monté dans ma voiture. J'ai démarré le moteur. J'ai quitté le country club.
Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas vu la fête imploser. Je n'ai pas vu les invités chuchoter et partir. Je n'ai pas vu mon père essayer de limiter les dégâts. Je n'ai pas vu ma mère pleurer dans les toilettes. Je n'ai pas vu Antoine et Chloé avoir leur première vraie dispute. Mais je savais que c'était arrivé. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je sois à mi-chemin. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran. J'ai refusé l'appel. Il a sonné de nouveau. Mon père. J'ai refusé. Il a sonné de nouveau. Antoine. J'ai refusé. Quand je suis rentré, j'avais 14 appels manqués. Je suis monté dans ma chambre. J'ai enlevé la robe noire. J'ai mis mon pyjama. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon vrai ordinateur portable, pas celui pour la galerie. J'ai envoyé un email. C'était au PDG du conglomérat, la femme avec qui j'avais négocié. Objet, urgent, affaire de sécurité interne. Fournier-Lévy Capital. Corps du message, chère Madame Alvarez, j'ai découvert une tentative active par des employés de Fournier-Lévy Capital de voler le code source d'audit clair. J'ai des preuves vidéo et audio irréfutables. J'ai également rendu ces preuves publiques. Veuillez m'appeler dès que possible pour en discuter. Cordialement, Laure Dubois. Elle m'a appelé 60 secondes plus tard. Il était 22h un samedi soir. Mademoiselle Dubois, dit-elle. Sa voix n'était pas endormie. Elle était glaciale. Racontez-moi tout. Je lui ai tout raconté. Les conséquences ont été rapides. Le lundi matin, Chloé Fournier a été licenciée. Elle a été licenciée pour faute grave. Elle a été escortée hors du bâtiment par la sécurité. Les 2 hommes de la vidéo ont également été licenciés. L'équipe juridique du conglomérat a envoyé à Chloé une lettre de mise en demeure si terrifiante qu'elle ne pourrait plus jamais travailler dans la finance. Sa famille importante est soudainement devenue très silencieuse. Les fiançailles d'Antoine ont été rompues. Je ne l'ai pas appris de lui. Je l'ai appris de ma mère qui martelait la porte verrouillée de ma chambre. Laure, s'il te plaît. Tu l'as ruiné. Sa vie est finie. C'est de ta faute. Je suis resté assise à mon bureau, à coder. Antoine, le Golden Boy, avait perdu son éclat. Sa brillante fiancée était une criminelle. Son pouvoir avait disparu. Tous ses amis, tous les amis de mon père, ils savaient tous que la performance était terminée. Le spectacle était fini. Et moi, l'ennuyeuse, j'avais écrit la scène finale. La semaine après la fête a été la semaine la plus bruyante de ma vie. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé la porte de ma chambre. L'écho était constant. Laure, ouvre cette porte, la voix de mon père. Il ne demandait pas. Il ordonnait. Je l'ai ignoré. Laure, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, la voix de ma mère. Elle sanglotait. Tu déchires cette famille. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai juste mis mon casque à réduction de bruit. J'écoutais les messages vocaux une fois à la fin de chaque journée. C'était comme un audit de l'effondrement de ma famille. Les messages de ma mère n'étaient que des larmes, des supplications. Comment as-tu pu faire ça à ton frère? Tu nous as ruinés. L'humiliation. On ne peut plus aller au club. Tout le monde parle. Les messages de mon père étaient en colère. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses, Laure. Tu as fait un spectacle public. Tu dois descendre. Nous devons arranger ça. Nous avons besoin d'une stratégie. Il essayait toujours de gérer le récit. Il pensait toujours que c'était un spectacle. Les messages d'Antoine étaient de la rage pure, juste des cris. Je te déteste. Tu as ruiné ma vie. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu es une froide, pathétique. Je te déteste. Les messages de Chloé étaient les plus intéressants. D'abord, il y a eu des menaces. Tu auras des nouvelles de mon avocat, petite. C'est de la diffamation. C'est de la calomnie. Puis, après que ses avocats aient clairement vu la vidéo, les messages ont changé. Ils sont devenus désespérés. Laure, s'il te plaît. On peut en parler. Ne fais pas ça. Tu vas ruiner ma carrière. Je
Je te donnerai n'importe quoi. S'il te plaît, appelle-moi. Je les ai supprimés. Tous. J'ai bloqué leurs numéros. Ma mère, mon père, mon frère, Chloé, un par un. Bloqué, 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 bloqué. Les menaces de Chloé étaient vides. L'équipe juridique du conglomérat était un mur de briques. Ils l'ont informé que si elle me contactait à nouveau, ils engageraient des poursuites pénales pour le vol de propriété intellectuelle. Elle est devenue silencieuse. Les coups sur ma porte ont cessé. La maison est redevenue silencieuse. Mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le silence du déni. C'était le silence d'une tombe. J'ai fait mes valises. 2 valises, mes ordinateurs portables, mes disques durs. J'avais finalisé la fusion. Les contrats étaient tous signés. Mon nouveau titre était réel. Mon nouveau salaire était réel. Les 7 millions d'euros de l'accord initial ont été transférés sur mon compte bancaire. J'ai regardé le chiffre. Ça ne semblait pas réel. J'ai acheté un billet d'avion. Allez simple. La nuit avant de partir, je suis descendu. Mes parents étaient dans le salon. Ils étaient juste assis dans le noir. La télé n'était pas allumée. Ils avaient l'air vieux. Ils avaient l'air petits. Ils m'ont vu dans l'embrasure de la porte. Laure, a murmuré ma mère. Je pars, dis-je. Ma voix était basse. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, a dit mon père. Il s'est levé. Je déménage, dis-je. Mes valises sont près de la porte. Une voiture vient me chercher dans 1 heure pour m'emmener à l'aéroport. Tu ne peux pas simplement partir, a dit ma mère. Elle a commencé à pleurer. Tu es notre fille. J'étais votre toile de fond, dis-je. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. J'étais l'ennuyeuse. La fille sans histoire. Vous aviez raison. Je suis ennuyeuse. On ne le pensait pas, Laure, a dit mon père. Tu sais qu'on t'aime. Nous sommes fiers de toi. Fiers. Ce mot. C'était le mot que j'avais voulu entendre toute ma vie. Et maintenant, quand il venait enfin, il ne signifiait rien. C'était juste une autre réplique, une autre tentative pour arranger la scène. Non, vous ne l'êtes pas, dis-je, ma voix toujours calme. Vous n'êtes pas fier. Vous êtes terrifié. Vous êtes embarrassé. Et vous êtes en colère que j'ai arrêté de jouer mon rôle. Je les ai regardés, les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Au revoir, dis-je. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai déménagé à Florence, en Italie. Je ne leur ai pas dit où j'allais. J'ai pris un petit et bel appartement avec vue sur l'Arno. Je pouvais entendre les cloches des églises le matin. Je peux travailler de n'importe où. Mon nouveau travail concerne la conformité. Il concerne les données. Il s'agit de trouver la vérité. Je suis très doué dans mon travail. Le premier mois, je n'ai fait que guérir. J'ai acheté du pain frais à la boulangerie. J'ai bu du café sur la piazza. J'ai parcouru des galeries d'art et contemplé des statues vieilles de 500 ans. J'étais entouré de vraie beauté, pas de la performance fausse et tape à accent grave-l'œil du country club. Je n'ai pas parlé à ma famille pendant 6 mois. Ma nouvelle vie est calme. Ce soir, je suis assise sur mon petit balcon. Le soleil se couche sur le fleuve. Je viens de fermer mon ordinateur portable. L'accord de 7 millions est terminé depuis longtemps. Mes chèques de redevance arrivent chaque trimestre. Je suis en sécurité. J'ai réussi. Je suis libre. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai vraiment, enfin, dormi toute la nuit. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. C'est le son de la paix.